pour nous un honneur de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette livraison des nouvelles sur Michapi Voice TV. Nous émettons depuis la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et on va commencer cette édition du journal avec la commémoration du 64e anniversaire de la mort du héros national émérite Patrice Lumumba, le chef de division de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté ici au Nord Kivu, regrette le manque de patriotisme qu'incarnent les Congolais. Son avis ressort des réactions face aux défis et enjeux auxquels fait face le pays pendant ces moments. Plus de détails avec Jean Kamala Ouezo. C'est en date du 17 janvier 1961 que le tout premier Premier ministre congolais, en la personne d'émérite Patrice Lumumba, avait été assassiné dans la province du Katanga, dans des circonstances jamais pleinement élucidées, alors qu'il n'avait que 35 ans d'âge. Des grandes considérations comme homme d'extrême expression, après avoir milité pour l'obtention de l'indépendance de la République du Congo le 30 juin 1960, 64 ans après sa mort, interrogé sur l'essence qu'il accorde à cette journée, le chef de division de la jeunesse au Nord Kivu regrette de voir qu'avec autant d'efforts consentis par les pères de l'indépendance de la RDC, les Congolais n'ont pas pu conserver ces valeurs pour parvenir à un meilleur avenir du Congo. Guy Kibirandoli. 64 ans après, je pense que là où Lumumba se trouve, il doit regretter d'avoir consacré sa vie pour le Congo. Je suis révolté, sidéré de voir comment est-ce que les gens se comportent. Vous voyez les motards qui se permettent de critiquer les dirigeants, mais quand vous voyez comment ils stationnent par-ci, par-là, vous dites vraiment est-ce qu'on a affaire à des personnes sensées. Quand vous voyez les tchoukoudères, comment ils se comportent, ou les trois pneus, comment ils roulent à tombeau ouvert, ils cherchent le passage là où il n'y en a pas, ils créent des accidents ça et là. Non, moi je pense qu'il y a de quoi rester terre à terre. Il ne faut pas politiser cette journée, il faut parler de notre vie quotidienne. Abordant toujours dans sa même pensée, celui-ci trouve qu'il est également anormal pour certains fils de ces pays de continuer à prendre les armes contre la République suite au mauvais positionnement et dont c'est la population qui paye les prix au lieu de prendre conscience de travailler. Ça donne la nausée, quelqu'un qui a goûté au miel, au lait, il a tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, mais seulement parce qu'il est peut-être il y a un remaniement et qu'il ne se retrouve pas. Alors il se range du mauvais côté de l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que nos frères et sœurs des villes et des territoires sont dans une psychose de peur, d'autres encore sont concentrés dans les camps de déplacés. C'est ici l'occasion de vous rappeler des idées fortes. Si Lumumba s'est battu pour l'indépendance, Mzee est venu consolider en travaillant sur la mentalité des Congolais. Toutes les catégories confondues. Plus loin encore, il a ramené la sanction jusqu'à la peine. Nous allons être indépendants lorsque nous allons comprendre qu'il faut protéger notre territoire et que nous devons travailler les sols d'abord avant de penser au sous-sol. Notons qu'aucune activité officielle n'a été prévue en mémoire du 64e anniversaire de l'assassinat de Lumumba. Une décision motivée par la récente profanation de son mausolée a indiqué sa famille dans un communiqué rendu public jeudi dernier. De nombreux Congolais ont également préféré passer cette journée dans la méditation. Et Kalmaparan a été observé sur différentes lignes de front en territoire de Massissi le 17 janvier 2025. Télésphore Mitonde, qui est rapporteur général de la société civile locale qui livre cette information, parle d'une catastrophe humanitaire provoquée par la guerre et plaide en faveur du retour de la paix. Il l'a dit dans ses coups de fil avec Simon Capiro. Affrontement il y a eu affrontement sur les collines qui surplombent Katale, donc entre Katale et la colline appelée Rukita, un groupement Bouabo, il y a eu affrontement et ces affrontements ont aussi affecté d'autres villages du groupement Bouabo parce qu'il y a eu même déplacement des populations de Bitogolo, de Massika, de Kilambo vers d'autres agglomérations après que les terroristes rwandais M23 ont pris la direction du village Machaki.
du village Machaki, le village est surplombé par la colline Rukita. Il y a eu aussi affrontement à Ngungu. Donc, il y a eu aussi affrontement sur l'axe Ngungu, aux alentours de Ngungu. Il y a eu aussi affrontement. Donc, c'était un épicentre parce qu'il s'agit aussi d'un axe épicentre depuis des affrontements depuis plusieurs jours. Donc, voilà la situation qui a caractérisé la journée d'hier. Et pour aujourd'hui, un calme précaire est signalé sur bien des lignes de front. Parce que même cette hier à Massissi Centre, ça brûlait aussi. À Massissi Centre, il y a eu aussi beaucoup de tirs. Et a fait d'ailleurs des victimes parmi les populations. Écoutez, il faut noter une calamité, il faut noter une catastrophe naturelle dans la région. Vous savez que d'abord les populations qui se déplacent aujourd'hui, prenons différentes catégories parce qu'il y avait des populations qui étaient jadis dans des camps ou dans des sites déplacés qui ont été obligées de fuir aussi avec les populations d'accueil vers d'autres zones. Donc vous voyez, il y a différentes couches ou différentes catégories de populations sous une haute vulnérabilité d'abord dès le départ et c'est à cela ça en ajoute aussi les conséquences liées encore une fois au déplacement forcé suite aux dernières atrocités dans la région. Donc notons une catastrophe humanitaire dans la région aux conséquences fâcheuses exactement. En tant que société civile, quel appel vous avez à l'endroit des autorités ayant la charge la sécurité dans leurs attributions et aussi aux humanitaires? La seule chose que demande la population, c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité pour que chacun puisse rentrer dans son coin et de vaquer des activités cognitives comme c'était dans le passé. Et la République démocratique du Congo n'a pas besoin des donneurs de leçons. C'est la réaction de Laurent Mugiraneza au discours d'adieu de Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique. L'ancien président américain évoquait un quelconque dialogue entre la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Les détails avec Esther Walaka. La classe politique du Nord Kivu a réagi avec fermeté aux déclarations du président américain sortant Joe Biden qui exhorte le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à dialoguer avec le rebelle du M23, Laurent Mugiraneza, car c'est de lui qu'on parle. Il dit que la République démocratique du Congo est un pays souverain, qu'aucun pays ni Joe Biden ne peut donner de leçons car tout le monde connaît que le Rwanda c'est un arbre qui cache la forêt et que c'est les pays occidentaux et les multinationaux qui font la guerre à la République démocratique du Congo soutenue par le Rwanda via le M23 pour piller la richesse du Congo. Joe Biden devrait plutôt dire à Kagame de négocier ou dialoguer avec les FDLR. Laurent Mugiraneza, acteur politique indépendant dans la région du Grand Lac, qui explique. J'essaie de rappeler que cette guerre qui nous est imposée pendant cela, ça va faire 3 ans, c'est une guerre économique, une guerre des impérialistes, une guerre des multinationales. Le M23 n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Exactement, c'est ce qui traduit le message de Joe Biden parce qu'il sait que c'est lui le patron du Rwanda, c'est lui le patron du M23. Vous savez que les multinationales, ce sont eux qui nous battent, qui combattent la RDC et le petit Rwanda n'a rien à faire face à ce gigantesque pays, à des millions de personnes. Mais nous avons toujours demandé pourquoi Joe Biden, les États-Unis d'Amérique, s'ils nous aimaient, pourquoi il ne demande pas à Paul Kagame de dialoguer avec les FDLR? Celui-ci demande le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de poursuivre son idée de ne pas dialoguer avec le M23, mais plutôt à travers le jeune résistant Wazalendo et FRDC de chasser l'ennemi jusqu'à dernier retranchement. Maintenant que la RDC, le FARDC ont monté en puissance pour chasser les rebelles à Kibumba, pour chasser les rebelles à Massissi, aujourd'hui Joe Biden veut encore cesser le feu et impose un dialogue avec le M23 et le Rwanda. Nous pensons que ça ne va pas passer. Nous sommes un État souverain. Et le président de la République doit tirer garde parce que lui-même a promis que jamais il ne va pas négocier. Les États des Congolais ont longtemps coulé.
les Ouazalendo, les FARDC meurent pour la patrie, nous n'avons pas droit à l'erreur et Joe Biden n'a rien à nous dicter parce que nous sommes un État indépendant. Il appartient donc à notre gouvernement de faire tout ce qu'il faut pour que les FARDC soient bien équipés, les Ouazalendo soient bien équipés, la population derrière les FARDC et les Ouazalendo et derrière le gouvernement pour finir une fois pour toutes cette crise qui a longtemps meurtri la RDC. Rappelons que cette guerre d'agression imposée en RDC est une guerre soutenue par les multinationaux. Et le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu renforce la qualité des soins en faveur des militaires blessés de guerre. Ils ont reçu la visite de la conseillère en charge de la santé pour un état des lieux. Madame Priska Luanda Kamala était accompagnée par le chef de division provinciale de la santé au camp Katindo, Marie-Noël Kabouya Amissi. En cette période de guerre intensifiée sur différentes lignes de front dans les territoires de Lubero, Massissi, Nyiragongo et Rutshuru au Nord Kivu, le gouvernement militaire met en premier plan les soins de militaires blessés des guerres, leur évacuation mais également le renforcement en quantité et qualité du personnel soignant. C'est le leitmotiv de la descente sur place de Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur en charge de la santé et du social à l'hôpital militaire de référence au camp Katindo. Nous sommes venus avec les chefs de division de la santé. C'était pour voir si on peut prendre des mesures par rapport aux soins. Et là, ce sont des médecins qui doivent venir appuyer le corps médical de cet hôpital. Il y a un travail qui doit se faire d'abord avec le colonel, le médecin de l'hôpital, pour qu'il puisse nous donner les besoins des militaires qui nécessitent l'évacuation. Mais ça sera après le passage de ces médecins que nous allons réquisitionner dans des hôpitaux sur place ici à Goma, surtout les orthopédistes qui doivent venir évaluer la santé des malades pour décider s'ils doivent être évacués ou pas. La prise en charge psychologique ne sera pas laissée pour compte. La réforme de l'armée prônée par le président de la RDC et l'engagement des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre l'intégrité du territoire national reste le cheval de bataille du général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu. On va parler de l'application de la peine de mort sur ceux qui détournent les deniers publics. Les deniers publics, c'est la sanction attendue par la classe politique de la province du Nord Kivu. Pour les députés honoraires, Kakule Sassita, cette sanction doit être urgemment appliquée, et même contre ceux qui ont déjà ruiné les fonds de l'État. Il est dans ses propos recueillis par Guillaume Ngundamena. Peine de mort et à boire et à manger, puisque sur le plan du droit, détourner ne signifie pas peine de mort. Nous avons vu des gens qui auraient détourné les deniers publics, programme de SAJU et autres. Nous n'avons jamais appris qu'ils auraient été condamnés à mort, quand bien après ils avaient été libérés. Ça veut dire détourner sur le plan du droit ne signifie pas obligatoirement condamnation à peine de mort. Ça c'est de 1. De 2, condamnation à peine de mort. Condamnation à peine de mort ne signifie pas exécution de la peine de mort. Ce n'est pas de la baguette magique. On peut bien condamner quelqu'un à mort. Combien de gens nous les avons vus être condamnés à mort? Même du temps où il existait les moratoires sur la peine de mort. Nous les voulons bien. Ceux qui auraient détourné les deniers publics doivent être condamnés. Qu'ils les attrapent d'abord. Et pendant qu'ils seront en train de comparaître, qu'ils soient détenus en prison, qu'ils soient maintenus en détention. Les bandits ont besoin à ce qu'il y ait des sanctions exemplaires. Que s'il y a un tribunal qui est en train de siéger sur les cas, que ce tribunal rende justice. Que ce tribunal, s'il faut condamner, qu'il condamne.
On va parler de la promulgation de la loi portant code du numérique en République démocratique du Congo pour les acteurs œuvrant dans ces domaines. Cette étape tombe à point nommé au regard du contexte dans lequel se trouve actuellement le pays. Cette loi va désormais servir de garde-fou contre tous les dérapages souvent observés dans plusieurs publications. C'est pourquoi le chef des travaux, Jacques Vaini, appelle au sens des responsabilités avant toute publication. Je vous propose de suivre cet élément. C'est une nouvelle ère qui vient de s'ouvrir dans la gestion du numérique en République démocratique du Congo après la promulgation de la loi y afférente. D'après un acteur dans ces domaines en ville de Goma, cette loi vient répondre à un besoin réel car, avec l'apparition de plusieurs canaux de transmission d'informations via Internet, plusieurs dérapages ont émaillé ce secteur et dont la loi restait jusque-là muette. Avec le contexte que la RDC traverse, il était plus qu'important de procéder à la régulation de ce secteur, comme l'indique ici Jacques Vaini. La loi sur le numérique, c'est vrai, c'est une loi importante qui s'inscrit dans le contexte qui est le sien. Vous savez très bien que aujourd'hui les médias ne sont plus simplement la radio, la télévision, la presse écrite. Il y a aujourd'hui un foisonnement des médias basés sur Internet, des médias numériques comme on les appelle. Et c'est des médias qui sont utilisés aussi bien par les professionnels que les professionnels de l'information, mais aussi d'autres personnes qui ne sont pas du domaine de l'information. Et donc, des journalistes utilisent les canaux numériques pour diffuser l'information. Des non-journalistes utilisent aussi les mêmes canaux pour diffuser des opinions. Et donc, la loi sur le numérique vient régler toutes ces questions-là, les questions de responsabilité par rapport à toutes les publications que les Congolais peuvent réaliser à travers les canaux basés sur Internet, comme Facebook, comme Twitter, comme les sites web. Et ce sont des actes qu'elle oppose et parfois, derrière ces actes-là, les gens oublient qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des devoirs, qu'il y a des limites qu'on doit observer. Quel comportement adopter désormais? Il répond. Bon, je vais inviter les producteurs des informations à lire d'abord cette loi, à la comprendre, à posséder la quintessence de cette loi, à comprendre quelles sont les limites que cette loi nous impose et donc de se considérer comme des responsables éclairés lorsque ils diffusent, ils choisissent, ils décident de publier des choses. Signalons que la loi portant code du numérique en République démocratique du Congo vise à encadrer l'utilisation des plateformes numériques, à concilier la liberté d'expression avec la nécessité de maintenir l'ordre public tout en protégeant les droits des individus. On va se rendre en dehors de nos frontières avec le second étage de la méga fusée Starship qui a explosé lors d'un vol d'essai, comme l'a justement rappelé jeudi dernier les patrons de la NASA. Les vols spatiaux ne sont pas faciles. Bill Nelson s'exprimait après l'explosion du second étage de la méga fusée Starship lors d'un nouveau vol d'essai opéré par l'entreprise SpaceX. Plus de détails avec nos confrères d'Evonews. Ce lancement devait être une démonstration de force pour SpaceX, quelques heures après le premier vol en orbite de la fusée de Blue Origin, la société spatiale du milliardaire Jeff Bezos. Lors d'un nouveau vol d'essai jeudi depuis une base spatiale au Texas, SpaceX a réussi à rattraper le premier étage de sa méga fusée Starship. En effet, après la séparation des deux étages, le propulseur Super Heavy est redescendu vers la zone de lancement. L'entreprise d'Elon Musk a réussi cet exploit technique pour la deuxième fois, pourtant il s'agit d'un succès en demi-teinte. SpaceX a ensuite annoncé avoir perdu tout contact avec l'étage supérieur qui a explosé, ce qui a donné lieu à des traînées de débris dans le ciel similaires à une pluie d'étoiles filantes. Une scène commentée par Elon Musk sur son réseau social X, le patron de SpaceX a déclaré « Le succès est incertain, mais le divertissement est garanti ».
Et puis David Lynch, le réalisateur visionnaire des Twin Peaks et Blue est mort. Le réalisateur et scénariste David Lynch qui a radicalisé le cinéma américain avec une vision artistique sombre et surréaliste dans des films comme Blue Velvet et Vision et plutôt Mulholland Drive, et à la télévision avec Twin Peaks, est décédé quelques jours avant son 79e anniversaire. Une fois de plus, c'est Renews. Le célèbre réalisateur américain David Lynch est mort jeudi à l'âge de 78 ans. Si la cause de son décès est encore inconnue, David Lynch avait révélé en 2024 qu'il souffrait d'emphysème, une maladie qui détruit les parois des alvéoles pulmonaires. Il laisse derrière lui une œuvre légendaire qui mêle l'horreur, le film noir et le surréalisme. Après des études de peinture, David Lynch a marqué l'industrie cinématographique en 1977 avec le film surréaliste Eraserhead. Il a par la suite connu un succès international avec des films tels qu'Elephant Man, Mulholland Drive, Blue Velvet ou encore Sailor et Lula, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1990. Son dernier long métrage, Inland Empire, est sorti en 2006. Le réalisateur, mais également scénariste, acteur, peintre et musicien, a aussi posé les bases des séries télévisées modernes, avec les 2 premières saisons de Twin Peaks au début des années 90. Une histoire que David Lynch a continuée en 2017 avec Twin Peaks The Return, le dernier grand projet de sa carrière. Le réalisateur a reçu un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière en 2019. Steven Spielberg a salué un réalisateur visionnaire, et Naomi Watts a exprimé sa profonde tristesse, affirmant que c'est David Lynch qui l'a fait connaître au grand public avec Mulholland Drive. C'est par ici, mesdames, messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur Michapi Voice TV. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres et surtout bonne suite des programmes sur la vision africaine dans le monde. Au revoir.